Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi et toute l'année, de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton, avec Philippe Palarès à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui, à 10h50, recevra, comme tous les jours de cette semaine, Georges Semprin dans le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Et c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur Sartre, Jean-Paul Sartre, dont la mort, déjà trentenaire, n'entame ni l'actualité, ni la pertinence, ni le génie. Une semaine d'hommage et de dialogue donc autour de Sartre, au cours de laquelle nous essaierons d'être aussi fidèles que possible à celui qui valait tous les hommes et que valait n'importe qui. Demain, mardi, Frédéric Worms vous promènera dans l'être et le néant. Mercredi, Jean-François Louette vous parlera des mots. Jeudi, François Noudelman reviendra sur la nausée et vendredi, enfin, Claude Lanzmann racontera l'aventure de ses relations avec le philosophe. Mais tout de suite, ce lundi, c'est en compagnie d'Annie Cohen-Solal que nous allons passer les 50 minutes qui viennent. Annie Cohen-Solal qui est l'auteur d'une remarquable biographie de Jean-Paul Sartre, dont la lecture est indispensable à qui veut connaître de l'intérieur le philosophe, sans pour autant, l'expression est de lui, entrer dans un mort comme dans un moulin. C'est d'ailleurs à cet égard de la fin que nous allons partir, des obsèques de Sartre qui, par un malentendu dont l'histoire a le secret, reçut à son corps défendant les funérailles d'un pape. J'ai descendu, je m'en souviens, le boulevard Edgar Quinet jusqu'au petit immeuble triste où il avait habité. Mon regard a compté jusqu'à ce 9e étage où je m'étais rendu parfois. J'ai revu le petit appartement, la table de travail, le fauteuil gris, sale où venait s'asseoir son dernier secrétaire, la bibliothèque, à moitié vide. Était-ce là que l'homme illustre avait vécu ? De là qu'étaient partis ces mots qui, après avoir tournoyé aux quatre coins de la planète, nous étaient revenus cet après-midi-là au cimetière comme un essaim tenace. Y aurait-il d'autres Sartre, ou était-il seul de sa sorte, bête sans espèce, ou dernier, peut-être d'une espèce éteinte avec lui? Et puis, la cérémonie elle-même. Ces milliers d'hommes et de femmes, peut-être ces dizaines de milliers, venus de toutes les régions du monde, qui avaient, en quelques minutes, envahi les allées du cimetière. Ces vivants, ces fantômes, ces insurgés et ces petits bourgeois mêlés dans un brouhaha retenu, ces gauchistes, ces enfants, cette délégation de mondains masqués par des drapeaux rouges et noirs des postiers de Paris-Brune, la gerbe de la NRF et celle de l'amicale des Algériens de France, ces paparazzis à l'affût, ces femmes en larmes, ces grappes de jeunes gens qui ne l'avaient probablement pas lu mais qui étaient là, accrochés aux arbres, des Africains, des Asiatiques, des Vietnamiens tendance île de lumière et des Vietnamiens tendance Ho Chi Minh. Ils auraient bien voulu s'éviter, mais la foule qui n'entre pas dans ce genre de querelle les jetait les uns contre les autres. Des visages célèbres, des anonymes. Quel était l'homme capable d'accomplir pareil prodige ? Par quel mystère de séduction une seule vie avait-elle suffi à rassembler tant de ferveurs disparates ? Comment ? Pourquoi une voix, une seule voix, la voix sèche et métallique de Sartre, était-elle parvenue à se faire entendre en tant de langues et pourtant de destins singuliers ? Était-ce cela aussi, un très grand écrivain ? Une machine à fondre des sentiments et des intelligences ? Un refuge pour des contemporains ? Une boussole ? Et, quand il disparaît, le moyen, en lui disant adieu, de prendre congé d'une époque ? Annie Cohen-Solal, bonjour. Est-ce que vous vous retrouvez dans la description que Bernard-Henri Lévy propose des obsèques de Jean-Paul Sartre ? Si vous voulez que je parle du livre de Lévy, je peux en parler. Je veux dire, c'est une reconstruction a posteriori. Je ne pense pas que Lévy était sartrien. Je veux dire, il a utilisé Sartre comme une locomotive quand il avait des problèmes dans sa propre carrière. C'est un peu risible, à mon avis. Moi, j'étais là, ce jour-là, avec Henriette Nizan. J'étais allée la chercher. Personne ne l'avait conviée. Et elle était à mon bras. Et c'était très touchant parce qu'elle n'aimait pas Simone de Beauvoir. Henriette Nizan, elle avait été maltraitée par elle. Et
Il faut rappeler qui est Henriette Nizan pour ceux de nos auditeurs qui ne Alors, connaissent pas Henriette l'histoire de Nizan, Sartre. Oui, Henriette Nizan, c'est la femme de Paul Nizan. Et Paul Nizan, c'est l'ami de Sartre de l'âge de 12 ans à l'âge de 20 ans. C'est on peut dire que c'est le premier interlocuteur intellectuel de Sartre. Sartre a eu très peu d'interlocuteurs intellectuels. Successivement, ça a été Paul Nizan, Raymond Aron, Simone de Beauvoir et Béni Lévy. C'est très simple. Sartre n'a pu communiquer que par des intermédiaires. Sartre avait du mal à faire comprendre sa pensée qui était tellement géniale, tellement complexe, tellement épaisse, si vous voulez. Et Raymond Aron, par exemple, me disait, il avait une théorie par minute. Quand il faisait une intervention au cours de philosophie, c'est moi qui devais être l'interprète auprès du prof, tellement c'était complexe. Donc, Henriette Nizan, c'était la veuve de Paul Nizan. Elle a connu Sartre à l'âge de 20 ans. Elle était elle-même la cousine de Claude Lévi-Strauss. C'était la famille Alphen, une famille de bourgeois juifs de Bordeaux. Et voilà, donc elle a gardé pour Sartre une tendresse, enfin. Restons sur les obsèques. Je vous lis, Annie Cohen-Solal. On sait que l'ancien camarade d'adolescence avait trouvé la mort, donc Paul Nizan, dans l'uniforme près de Dunkerque le 23 mai 40, un an après avoir démissionné du Parti communiste. Peu de temps après sa démission, une campagne de calomnie s'était alors développée contre lui dans la presse communiste clandestine. Et Maurice Thorez lui-même avait injurié celui qui avait été pendant plus de 11 ans membre, puis permanent du parti, terminant sa carrière comme directeur adjoint du quotidien Ce Soir et chef de la rubrique de politique étrangère. Pendant la guerre déjà, on l'a vu dans les méfiances des communistes à son égard, Sartre avait peut-être eu à pâtir de son amitié avec Nizan. À partir de 1945, cependant, loin d'être atténuées ou démenties, les calomnies contre Nizan allaient se poursuivre de manière insidieuse, souterraine et particulièrement lâche. On ne parla plus de lui dans les rangs du PCF. On accrut sa disparition en l'ignorant, comme si le simple fait de prononcer son nom eût risqué une contamination avec le traître, le chien pourri émargeant au ministère de l'Intérieur, selon les accusations même de Maurice Thorez. Je lis ce passage non seulement parce que nous parlons de Paul Nizan et que, comme vous l'avez dit, Paul Nizan était l'ami de Sartre de 12 à 20 ans. Ils étaient indissociables, fraternels, ni Tressarzan, Sartre et Nizan, enfin bon. Ils louchaient. Ils louchaient, mais dans l'autre sens. Le strabisme de Nizan était convergent, celui de Sartre était divergent. Mais surtout, on est en présence avec les obsèques de Nizan, justement, avec la façon dont il a été enterré et calomnié après sa mort. Pas d'obsèques, Nizan n'a pas eu d'obsèques. Justement, on est en présence ici de quelque chose de tout à fait, j'allais dire sartrien, en tout cas quelque chose que Sartre a pointé, c'est-à-dire la façon dont on entre, dit-il, dans un mort comme dans un moulin. C'est ce qui est arrivé à Nizan. C'est en un sens peut-être, et c'est une des questions que je vous poserai, ce qui est arrivé à Sartre. Et c'est également ce qui a valu, par exemple, à Raymond Aron, l'autre ami de Sartre, l'autre interlocuteur de Sartre, de préserver, en un sens, la mémoire de son ancien petit camarade, des calomnies comme des brouilles, des calomnies, des brouilles, comme de la façon dont il a été embaumé, d'ailleurs, ce qui est une autre façon de trahir la mémoire de quelqu'un. Sartre est de ces philosophes qui permettent, en un sens, paradoxalement, de respecter les morts. Oui. C'est intéressant qu'on commence à parler de Sartre par Nizan parce que c'est exactement comme ça que j'ai rencontré Sartre. J'étais en classe de Cagnes au lycée Molière et notre professeur de philosophie qui s'appelait Nicolas Grimaldi, que j'adorais, nous avait donné la bibliographie. Nous avons là ceci en commun, oui. Allez-y. La bibliographie d'une dissertation sur la déception. Et le premier texte, c'était la préface de Sartre à Aden Arabi de Paul Nizan. Moi, je n'ai entendu que Aden. Et puis Sartre, voilà. Et j'ai immédiatement acheté ce texte, je suis tombée amoureuse de ce texte, et j'ai pénétré, je pensais pour moi Aden c'était Rimbaud, bon voilà. Donc je pensais faire une carrière de poète, et je fais une carrière dans les intellectuels et le Parti communiste. Donc c'est le premier texte par lequel j'ai pénétré dans l'œuvre de Sartre, enfin j'avais lu autre chose, mais enfin c'est un texte très important. C'est un texte très important parce que Sartre là, c'est en 60 qu'il écrit cette préface à Aden Arabi. C'est en 60 qu'il décide de sortir Nizan de cette espèce de purgatoire dans lequel l'avait forcé le Parti communiste français. C'est là qu'on voit à quel point Sartre était courageux, généreux. Et ça coïncide également avec sa rupture avec le Parti communiste. Oui, ils rompt en 56. Mais alors qu'on ne dise plus que Sartre était un fourrier du Parti communiste. Je veux dire, ça fait partie des ragots qui sont colportés sur la mémoire de Sartre et qui sont faux.
les relations de Sartre avec le Parti communiste sont très complexes, très violentes. Et ça, c'est une phase de haine. La phase où il ressort la mémoire de Nizan. C'était quelque chose de très violent. Je veux dire, il y avait cette chape de plomb qui avait été tissée par Aragon et par d'autres. Ne pas parler de Nizan. Et c'est Sartre qui a eu le courage de faire ce porte-voix, comme il l'a été pour tant d'autres. On va entendre, Annie Cohen-Solal, justement la voix de Sartre qui raconte, qui revient sur sa rupture avec le Parti communiste, en fait, au moment de Budapest, c'est-à-dire en 1956. Écoutez. Nous l'avons rompu au moment de Budapest. Oui. Je prenais toujours une conscience plus grande de ce que pouvait être une action politique. Je commençais à comprendre ce que c'est qu'un homme politique. Je veux dire que n'importe quel homme est un homme politique. Et finalement, la rupture avec les communistes m'a fait écrire la critique de la dialectique. Là, la liaison est certaine. J'ai rompu avec les communistes, je suis entré en liaison avec les Polonais qui étaient en pleine révolte et qui m'ont demandé un article. J'ai fait un petit article qui était un peu, mais très en gros, la première partie de la critique de la zone dialectique. Question de méthode. Question de méthode. Et puis, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Et un an après, j'ai commencé la critique de la zone dialectique. En sachant où j'allais à la fois, et à la fois en ne sachant pas. Voilà le vieux Sartre, le très vieux Jean-Paul Sartre, enfin on est en 1975, voilà un portrait en 70 ans, les entretiens qu'il donne à Michel Contat. Très bel entretien. Un très bel entretien, par ailleurs contesté par bien des Sartriens, notamment Raymond Aron, qui se plaignait du fait que ces entretiens, en somme, on est extorqué à Sartre des phrases qui, en un sens, n'étaient pas très sartriennes. Mais là n'est pas la question. Revenons un instant sur son rapport au Parti communiste, Annie Cohen-Solal. Sartre a été, comme on dit, compagnon de route du Parti communiste, c'est-à-dire sans avoir sa carte, sans être lui-même encarté, il a accompagné le Parti communiste, au point même d'ailleurs, me semble-t-il, d'interdire, je crois que c'était à Prague, et je crois qu'il s'agit des mains sales. Les mains sales, oui. Non, c'était à Vienne en 50. Alors, d'interdire qu'on représente sa propre pièce, parce qu'elle déplaisait au Parti communiste. Comment expliquer un tel geste ? Alors, moi, je pense que les relations de Sartre aux politiques et à la praxis sont très, très, très neuves. On ne peut pas analyser la trajectoire politique de Sartre sans revenir sur sa trajectoire philosophique. Sartre, c'est quand même quelqu'un qui est anarchiste jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est quelqu'un qui ne vote pas, qui ne défile pas au moment du Front populaire. Toute la France défilait en 1936, il ne vote pas, il ne défile pas, il est dans un apolitisme bizarre. Il vit au Havre, il vit en marge, il n'a pas la vie qu'il avait espéré avoir, qui était une vie glorieuse, de grand homme, d'écrivain, puisque La Nausée a mis 10 ans, 12 ans avant d'être publiée. Donc c'est quelqu'un qui se bagarre avec la société pour faire entendre sa voix. Et si on regarde globalement la construction... Rappelons que La Nausée est parue en 1938. Oui. Si on regarde globalement la construction de la production sartrienne, on voit qu'elle s'articule suivant 3 grandes phases. Et que la construction d'œuvres philosophiques, si vous voulez, est parallèle à ses relations avec le politique. En 1941, Sartre va sortir du camp de prisonniers, le Stalag 12D où il est à Trèves, et il va immédiatement faire partie d'un groupe de résistance qui s'appelle Socialisme et Liberté. Il va même aller en zone sud pour essayer de rallier Gide et Malraux à la résistance. Et puis, ce groupe avorte, Sartre reste en zone libre, les 200 par exemple vont en zone sud, et ce que Sartre ferait, après cet premier échec du politique, il écrit son traité « L'être et le néant », il le termine, qu'il avait déjà en train depuis longtemps, qui sera publié en 1943. Deuxième phase dans le rapport aux politiques, c'est la phase du RDR, en 1947. C'est le romantisme révolutionnaire, au fond. La troisième voie entre communistes et gaullistes. Il ne va ni avec les gaullistes, ni avec les communistes. Et il met en place ce mouvement avec David Rousse, etc. Avortement produit les Cahiers pour une morale, qui sera publié plus tard, après sa mort. Troisième moment, le moment du compagnonnage de route avec le Parti communiste. À partir de 1952, il va aller vers le Parti communiste quand le Parti communiste est violemment et injustement attaqué par le préfet de police. C'est à la suite de la manifestation contre la guerre de Corée où Jacques Duclos est mis en prison.
Et 52 à 56, il va être compagnon de route. C'est pas fameux, c'est pas brillant. Il va écrire des choses ridicules. En sortant du Parti communiste, de cet échec, il écrit la critique de l'agression dialectique, qui va être, si vous voulez, construire un gros traité philosophique. C'est une manière pour lui de répondre à cette impuissance qu'il a, de négocier avec la praxis. C'est comme ça que je vois, moi, sa relation entre le politique et le philosophique. C'est-à-dire une relation également entre le militantisme et la liberté. Tout à fait. Il faut rappeler d'ailleurs, ce que vous parlez des manifestations contre le général Ridgway. Alors c'était Ridgway la peste. La peste. Alors Ridgway la peste parce que on le soupçonnait d'avoir utilisé des armes chimiques dans la guerre de Corée. On est au début des années 50. 52. Et il y a eu à cette occasion une manifestation, une grande manifestation, notamment du Parti communiste, avec Duclos, dont on avait retrouvé dans le coffre de la voiture des pigeons. Qui devaient faire rôtir pour le dîner. Il dit ces pigeons étaient destinés à la casserole. Et les services secrets ont pensé que c'était des pigeons voyageurs, absolument. Ce qui avait valu à l'humanité d'ailleurs de titrer sur une drôle d'histoire de poulet, ce qui me permettait de mettre évidemment les rieurs du côté du Parti communiste. C'est à l'occasion d'un événement comme celui-là, de cet événement-là, que Sartre a explicitement entamé son compagnonnage de route. On va l'entendre revenir sur cet épisode. Écoutez. De l'époque... 52, hein. Ah non, 52, nous sommes plus loin, nous sommes... Non, moi je parle du compagnonnage avec les communistes. Ben, je pense qu'à ce moment-là, ils avaient raison. Ils étaient le pays persécuté, avec tous les torts qu'il avait, que nous connaissons. Mais ils étaient persécutés. Ils avaient la bombe atomique depuis peu de temps. Ils n'étaient pas en état de résister à l'Amérique dans une guerre. Depuis, ils ont changé, ils ont bien changé. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas. Et ils tenaient en somme des discours qui pouvaient très bien se prendre pour nos discours. Ils reprochaient à l'Amérique ce que nous lui reprochions. Oui, mais socialisme ou barbarie, pareil. Oui, mais socialisme et barbarie, c'est un petit machin de rien du tout. Mais voilà, c'est bien ça l'important. C'est que vous n'avez jamais fait confiance au petit machin de rien du tout. Si, depuis. Annie Cohen-Solal, tout de même, comment cet homme, si épris de liberté et si talentueux, a-t-il pu en venir à interdire qu'on jouât sa propre pièce, les mains sales? Comment un homme peut-il à ce point se tirer une balle dans le pied? Parce que si vous voulez, la conjoncture ayant changé, il pensait qu'il n'était pas approprié de donner cette interprétation-là du Parti communiste dans une nouvelle conjoncture. C'était une analyse, si vous voulez, casuistique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout. Mais je pense que... Il y a quand même une tentation de l'aliénation chez un homme qui est capable de faire ça. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est vrai que... Pourquoi avoir interdit, effectivement. Je pense qu'il était, à ce moment-là, engagé dans une défense des communistes qui lui semblait être persécutés par le pouvoir français. Voilà. Bon, et c'était la période, évidemment, de Canapa. Enfin, c'était 50, c'était juste avant qu'il ne devienne compagnon de route. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des phases extrêmement opposées, C'est vrai que c'est une... Oui, voilà. Comment on peut interdire une pièce, oui. Sa propre pièce. Oui, soit. La défense des communistes, le compagnonnage de route est une chose, la défense des communistes en est une autre. Chez Sartre, elle est antérieure à son compagnonnage de route, puisque dans un déjeuner en 1946 à Juan-les-Pins, Simone de Beauvoir raconte que Sartre et Aron, déjeunant ensemble, on est au début des temps modernes, il me semble que Aron est encore dans l'équipe de rédaction des temps modernes, ils discutent et Aron lui dit « Mais mon petit camarade, s'il fallait choisir entre l'Union soviétique et les États-Unis, que choisirais-tu » pressentant que lui-même, de toute façon, évidemment, choisirait les États-Unis, mais espérant que Sartre en ferait autant. Et Sartre lui a dit à ce moment-là que s'il avait eu à choisir, il aurait choisi l'Union soviétique, et d'une certaine manière, tout était joué aux yeux d'Aron à cet instant. C'est Simone de Beauvoir qui raconte ça. Dites-moi quelle année exactement. 1946, Juan-les-Pins. Écoutez,
les mémoires de Simone de Beauvoir, elles sont très intéressantes, mais elles ne sont pas complètement crédibles. J'ai découvert énormément d'erreurs. J'ai découvert des erreurs, elle dit qu'il y avait que Cavaillès était là alors qu'il était déjà mort. Enfin bon, il y a beaucoup d'erreurs historiques chez Simone de Beauvoir, des petits points historiques. Hein. Je veux dire, moi je ne les prendrais pas pour argent comptant. Je pense qu'en 1946, Sartre était encore totalement amoureux des États-Unis. Je veux dire, il y a entre les États-Unis et Sartre quelque chose d'unique que j'ai découvert bien après la fin de la rédaction de cette biographie, en habitant moi-même aux États-Unis, en devenant américaniste. Et il y a une sensibilité de Sartre pour les valeurs de la démocratie américaine qui est extrêmement profonde, qui est extrêmement fulgurante et qui provient du fait que Sartre a été élevé par son grand-père Charles Schweitzer comme un protestant laïque. Donc si Sartre a des antennes pour percevoir la culture américaine et la démocratie américaine, être en empathie avec elle, c'est à cause de ces valeurs-là. Ce sont aussi des éléments qui font... Moi, je doute beaucoup de cette histoire. Il faut voir que les États-Unis, Sartre y avait été préparé depuis l'enfance. Depuis l'enfance, il collectionne les bandes dessinées. Hein. En plus, il va devenir un passionné de cinéma. Et il disait, il l'écrira plus tard, quand nous avions 20 ans en 1925, nous aimions César de l'avenir, qui était ce pays qui était porteur des gratte-ciel, l'architecture de l'avenir, de la littérature de l'avenir, de la musique de l'avenir, le jazz. Enfin, il ne faut pas oublier que Sartre a, si vous voulez, adopté toutes ces formes qui étaient complètement nouvelles en France. Le jazz, par exemple, la musique de jazz, c'est Sartre qui a découvert le jazz par ses élèves et qui en a fait un élément moteur de son premier livre, son roman philosophique La Nausée, avec ce leitmotiv « Some of these days you'll miss me honey » qui joue un rôle très important dans la narration de La Nausée. Some of these days you'll miss me honey. Some of these days you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You're gonna miss me, honey, when I'm far away. I feel so lonely. Donc, on peut dire que Sartre, qui est un héritier normalien, agrégé de philosophie, est en même temps un héritier subversif, parce qu'il va repérer, intégrer et faire pénétrer dans la culture française ces formes héritées d'autres cultures. Et on peut parler bien évidemment de la phénoménologie héritée de Husserl, de Heidegger. Enfin, c'est quelque chose de rare à cette époque, de la part d'un héritier de l'école normale supérieure et d'un philosophe, de percevoir au-delà des frontières des genres, des formes et de les faire pénétrer dans la littérature française. Je voudrais qu'on revienne sur l'épisode soviétique, ou plus exactement son rapport, l'entrée de Sartre dans la guerre froide, et par là même la brouille avec Raymond Aron, qui est un épisode très important. Tribune des temps modernes, 47. Voilà, mais on a beaucoup insisté sur cette brouille, et à juste titre peut-être, puisque c'est le modèle d'une amitié fracassée sur des motifs politiques. Et de ce point de vue, il faut bien admettre que, alors qu'Aron mettait son point d'honneur à vouloir discuter avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, Sartre a beaucoup pratiqué tout au long de sa vie l'excommunication de ceux qui n'adhéraient pas aux thèses qu'il soutenait. Le problème, c'est qu'il a soutenu des thèses parfois opposées. On va entendre, tiens, Raymond Aron lui-même revenir sur la raison pour laquelle ils se sont fâchés. Je suis revenu de Londres où j'avais passé les années de guerre entre la défaite française et la libération de la France. Jean-Paul Sartre était devenu entre-temps un écrivain célèbre. Nous avions été intimes à l'école normale. Nous étions restés amis après notre départ de l'école, mais nos chemins s'étaient séparés parce que l'intimité de deux normaliens ne reste pas la même lorsque chacun des deux normaliens est marié, a une carrière, vit dans une autre ville et ainsi de suite. Disons que ceux qui ont fondé les temps modernes, mais les vrais fondateurs c'était Sartre et Simone de Beauvoir, le groupe initial était à l'image du consensus fictif de la libération. C'est-à-dire il suffisait d'être dans la résistance et du bon côté pour que l'on pût collaborer au temps moderne. Et quand ce consensus s'est dissous, l'équipe des temps modernes s'est dissociée de la même façon. C'est normal et peu intéressant. Ce qui peut-être n'était pas inévitable, c'est que les amitiés fussent brisées par des divergences politiques. Mais dans le cas de Sartre, je crois que pour lui,
l'amitié intellectuelle est incompatible avec un dissentiment politique sérieux, parce qu'il est un moraliste et qu'il a de la peine à croire qu'on puisse avoir une opinion différente de la sienne pour des raisons politiquement ou moralement aussi valables que les siennes. Disons, si vous voulez, qu'il est à cet égard peu libéral, et il parle toujours des libéraux entre guillemets, et il parle volontiers des âmes tendres des libéraux. Personnellement, je ne crois pas qu'un libéral a une âme tendre, c'est tout le contraire. Il a la peau dure et il est parfaitement résolu à accepter que la vie des hommes comporte des conflits, mais il souhaite que les conflits ne deviennent pas exagérément violents. Et c'est pourquoi il accepte les divergences, et c'est pourquoi, au moins dans le libéralisme tel que je le conçois, je ne trouve pas indispensable d'injurier ceux qui pensent autrement que moi. Annie Cohen-Solal est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans le cadre, à l'issue, au début, au commencement d'une semaine sur Jean-Paul Sartre, une semaine où l'on va évoquer Jean-Paul Sartre. Comment faire autrement qu'évoquer Jean-Paul Sartre quand on ne peut lui consacrer que 5 petites émissions. Annie Cohen-Solal, est-ce que vous partagez le sentiment de Raymond Aron, selon lequel c'est le moraliste en Sartre qui lui a valu de se fâcher avec ses amis, c'est-à-dire finalement d'excommunier ceux dont il était proche au motif qu'il n'était pas d'accord avec eux, que finalement cette façon qu'il avait de tenir pour une offense ce qui était une divergence idéologique lui venait d'un tempérament de moraliste? Oui, moi je crois que c'est tout à fait juste. Tout à fait juste, et c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien dire. C'est un état de fait. La violence avec laquelle Sartre a rompu avec Camus est quelque chose dont on parle souvent aujourd'hui. On parle beaucoup de Camus aujourd'hui. C'est vrai que le texte de Sartre en 1952 contre Camus était terriblement violent. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Tout à fait juste que c'est parce que Sartre était un moraliste. Je crois qu'il avait cette espèce de demande, d'exigence qui faisait qu'il devenait intolérant. Mais c'est amusant parce que cette rupture avec Aron s'est développée avec les années. Bon, il y a eu la réconciliation, on se souvient du bateau pour le Vietnam, où il est soutenu par Glucksmann et où ils vont à l'Élysée parler à Giscard d'Estaing. C'est la grande réconciliation entre les deux. Mais cette rupture, elle a été encore plus violente en 1968. Et là, quand Sartre a demandé qu'on voit Raymond Aron tout nu. Oui, c'est ça. C'était ce fameux texte dans le Nouvel Obs qui s'appelait « Les Bastilles de Raymond Aron ». Et Sartre disait « Le pouvoir, selon Aron, doit se transmettre d'enseignant à enseignant, d'adulte à adulte. Il doit être conféré d'en haut. De même que c'était les nobles sous l'Ancien Régime, non les bourgeois, qui avaient le pouvoir d'anoblir quelqu'un. C'est cela l'enseignement incontrôlé et incontrôlable qu'on nous donnait et qu'on nous donne encore aujourd'hui. C'est pourquoi il est nécessaire que des étudiants jugent leurs professeurs, comme les professeurs les jugent. Tout est là. Si celui qui juge n'est pas lui-même jugé, il n'y a pas de vraie liberté. Et je vous dirais, là, Raphaël, c'est quelque chose qui me semble essentiel. C'est les qualités de pédagogue de Sartre. Sartre était un pédagogue comme Courbet était un pédagogue. Sartre avait une relation extrêmement démocratique. Une relation pédagogique extrêmement démocratique, qui n'était pas le cas d'Aron. Aron, c'était un mandarin. Bon. Et je dirais que votre émission me fait penser à Sartre. J'ai entendu parler, moi, tous les élèves de Sartre. Une émission entière sur le Sartre pédagogue serait absolument passionnante. C'est comme ça que Sartre enseignait. Il enseignait dans le dialogue. Rappelons que Sartre n'a jamais enseigné dans le cadre universitaire strictement. Il a enseigné au lycée. Il a enseigné au lycée, notamment au Havre, dont l'un de ses élèves, d'ailleurs Albert Pall, qui avait eu le coup de génie de rater le bac et qui donc avait eu coup sur coup comme professeur de philosophie en terminale Sartre et puis Aron, racontait les divergences d'enseignement, les différences d'enseignement entre les deux. Il y avait le cours touffu et génial de Sartre, le cours parfaitement structuré de Raymond Aron. Le fait également que pour détendre leurs élèves, Aron les emmenait jouer au ping-pong alors que Sartre les emmenait faire de la boxe ou au bordel. Voilà, exactement. Vous savez tout. C'est exactement ça. Et alors à l'université, c'est vrai que Sartre s'était beaucoup battu, ainsi que Paul Nizan et que Claude Lévi-Strauss, sur la fossilisation de l'enseignement universitaire à la Sorbonne dans les années 20-30. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose qui était étouffant. Et Sartre a essayé de
casser, de féconder cette espèce d'enseignement qui était donné d'en haut par les chiens de garde. Il avait cette conception démocratique du dialogue, de l'interaction et la demande d'être jugé autant qu'il pouvait juger. On touche ici du doigt justement les États-Unis et puis également la différence avec Raymond Aron qui disait de lui-même « Je n'ai pas d'imagination, je suis incapable de me tromper, par conséquent je n'ai pas de génie ». Alors que Sartre, lui, au contraire, était capable, et là on est à l'école normale, il faut revenir ici, non pas à l'enfance, mais à l'adolescence de Sartre, moment où il rentre à l'école normale, et où il ne cesse de dire à Raymond Aron « Mais mon petit camarade, pourquoi as-tu si peur de déconner ?» Tous les jours, Sartre lui soumettait un système différent que Aron passait au filtre d'une rationalité intransigeante, ce qui mettait l'autre, littéralement et philosophiquement d'ailleurs, hors de lui, Annie Cohen-Solal. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a face à face deux types d'intelligence complémentaires, en tension, opposées. On a la trajectoire d'Aron qui est socialiste à l'époque. Il est socialiste. Il est à la SFIO jusqu'en 1938, Aron. Absolument. Et puis Sartre, alors là, qui est brouillon, qui est génial, qui est provocateur, qui est sale, qui est crasseux, qui est pas du tout socialiste. Pas du tout. Il est lui. Qui cherche, qui va se piquer à la mescaline, se faire piquer à la mescaline par son copain Lagache, qui va traverser les frontières. Je le dis toujours, qui va vivre en marginal. Il va vivre en marginal au Havre, il va vivre en marginal dans la vie privée. N'oublions pas aussi, regardez la trajectoire personnelle. Aron se marie, c'est un homme marié, c'est un homme conventionnel. Sartre va tenter une expérimentation amoureuse qui est complètement prémonitoire. Je veux dire, ces familles recomposées dont on parle tant aujourd'hui, c'est Sartre et Beauvoir qui l'ont inventé. C'est lui qui l'a inventé, il l'a imposé à Beauvoir. C'est quelqu'un qui avait horreur de l'hypocrisie bourgeoise. Sartre. C'est quelqu'un qui avait horreur de cette convention. Aron est un homme conventionnel. Sartre, regardez, il est le professeur qui, en 1930, parce que c'est le plus jeune et le plus brillant, va faire le discours de distribution des prix du lycée François Ier au Havre. De quoi parle-t-il ? Comment parle-t-il ? Il ne s'adresse pas aux préfets, aux sous-préfets, aux proviseurs et aux censeurs et aux parents. Qui sont dans la salle. Qui sont dans la salle, il s'adresse aux enfants. Et de quoi parle-t-il ? De quelque chose qui était complètement sulfureux à l'époque, qui est l'art émergent, c'est le cinéma. Bon, c'est comme si aujourd'hui, vous preniez un prof qui va parler du rap. Il est du côté des jeunes, il est du côté des effervescences, il est du côté de la société civile, il est du côté des émergences, il est du côté des exclus, il est du côté des enfants qui ont des chaussures vernies, qui ont mal aux pieds, les malheureux pendant la distribution des prix. Et que va-t-il faire ? Voilà, c'est pour ça que je vous compare à Sartre, Raphaël. Parce qu'à l'époque, le professeur normalien, agrégé de philosophie, va, en dehors de ses cours de philo auprès des élèves qui passent le bac, faire des cours. Et chaque semaine, il fait un cours. Il fait des cours sur ce qui l'intéresse, sur le roman, sur la littérature américaine. Donc, il fait une espèce d'université populaire qu'il va inventer, une nouvelle forme d'enseignement, comme vous le faites ici, dans un travail de popularisation de la philosophie à France Culture. Moi, j'adore votre émission, je dois vous dire. Je l'écoute à New York en regardant la Hudson River tous les matins. Et tous les matins, voilà, tous les soirs, en fait. Et en fait, c'est ça le travail de Sartre. Dans le concret, sur le terrain, dans un endroit paumé. Au Havre, on n'aime pas le cinéma. Et le cinéma est une forme émergente. C'est pas une forme qui est reconnue par l'université. Et lui va faire exploser ça en héritier subversif dès le début et sans se préoccuper des conséquences. Mais je peux vous dire que tous les anciens élèves de Sartre que j'ai interrogés, mais l'adulaient. Enfin, je veux dire, Sartre disait, ce n'étaient pas les bons élèves qui m'intéressaient, c'était les gens qui pensaient, c'était les gens qui avaient des questions. Vous voyez ? Et donc, plus tard, on sait qu'il sera préfacier. Il va préfacer énormément de gens. Des dizaines de livres. Voilà. Et il va donner sa voix... il va donner son pouvoir symbolique comme porte-voix pour les autres. Sartre était d'une générosité extraordinaire. L'argent lui brûlait les doigts. Il était d'une générosité à peu près sans limite. Qui sait que, par exemple, Robert Mizrahi, qui a 18 ans, pendant la guerre, qui porte l'étoile jaune, va voir Sartre un jour au Café de Flore. Mais ça, c'est des choses que... Évidemment, Sartre n'est pas exhibitionniste. Sartre est d'une modestie, d'une humilité totale. Et que Robert Mizrahi explique à Sartre, je veux passer l'agrégation de philosophie, mais je ne le pourrai pas parce que je suis... Et juif, etc. Et Sartre lui dit, mais c'est moi qui financerai vos études. Et pendant 10
soi-disant, Sartre a financé l'étude de Robert Miseret. Mais ça, on ne le sait pas assez. Je veux dire, tous les mois, il y avait un chèque pour différentes personnes qui étaient vraiment financées par Sartre. Il a construit un modèle de production collective avec des relations tout à fait nouvelles, avec les élèves, les amis, les amants, les femmes, où on avait des relations à la fois intellectuelles, politiques, économiques et amoureuses. On va revenir sur ce rapport de Sartre aux conventions et son refus, sa haine, son dégoût de l'hypocrisie bourgeoise. Mais d'abord, je voudrais faire entendre ici, et c'est notre camarade Georges Claes, qui va lire un petit texte, un texte assez long d'ailleurs, que Sartre avait donné à Raymond Aron et que Raymond Aron avait fait paraître dans Commentaires, juste après la mort de Sartre, un petit texte dans lequel Sartre se décrit comme un enfant qui ne veut pas grandir. Oh, oh, je suis un petit garçon qui ne veut pas grandir. Le jeu du vent dans les arbres, le jeu des feuilles dans le vent, le jeu de la mer dans la mer, le jeu du soleil sur la pierre blanche, et la nature qui est mon jeu préféré. Pensez-vous que je vais les laisser là comme des poupées éventrées pour le plaisir de devenir un homme ? Je suis un petit garçon qui ne veut pas grandir. Les choses que je connais, les hommes les connaissent aussi, mais ils ne savent pas jouer avec elles, et ils leur sont asservis. Ils connaissent comme moi la vérité, mais ils en sont les esclaves. Ils font prêter serment aux mains spatulées devant les tribunaux. Est-ce donc là la vérité ? Mais lorsque je fais des bulles de savon, la vérité de mes bulles, c'est leur teinte verte ou violette, et les choses merveilleuses qu'on voit au travers. Et c'est aussi la manière étonnante et propre à chacune d'elles qu'elles ont de crever la vérité lorsque je m'entretiens avec moi-même. C'est la teinte verte ou violette de mes pensées. Ce sont les choses merveilleuses que je vois à travers mes pensées. Les palais, les dieux, les petites filles qui dansent dans les bulles. Et c'est aussi la manière singulière qu'elles ont de crever tout soudain. Et le jeu de la vérité est un de mes jeux préférés, car je suis un petit garçon qui ne veut pas grandir. Tout est jeu pour moi au monde. Je joue dans l'éther avec les tourbillons des vents qui me roulent à leur gré n'importe où avec l'aveuglement des tempêtes. Mais je me retrouve toujours aussi pur qu'ils m'ont pris, bien qu'ayant eu des jours entiers les pires poussières pour compagne, car la bise sur mon corps et la tourmente en mon cœur ne sont que des jeux. Si vous voulez savoir combien je suis pur, ô peuple d'hommes mûrs, avilis par des choses sérieuses, regardez ma bouche pure comme un chant de grillon, et qui provoque un tendre sourire, car elle est faite pour jouer. Regardez mes yeux, voleurs des rayons du soleil, et qui les rendent par raillerie au vieil astre paternel, qui dira le jeu du voleur de soleil. Admirez le balancement comique et charmant de mes boucles, et lorsque, à ma vue, le regret de votre enfance perdue aura fait couler vos pleurs, songez que mon âme est 100 000 fois plus pure que mon visage, car je suis un petit garçon qui ne veut pas grandir. Vous connaissiez ce texte, Annie Cohen-Solal ? Je ne sais pas, c'est très beau. Vous ne connaissiez pas ce texte ? Non, je ne connaissais pas ce texte, absolument. Non. Ah mais ça c'est extraordinaire, c'est un texte que Sartre a donné à Raymond Aron et que Raymond Aron a fait paraître dans Commentaires, dans la revue de Raymond Aron, donc en 1980, après la mort de Sartre. Écrit en quelle année ? Le texte, il avait 19 ans quand il l'a écrit. Manifestement. Je suis un petit garçon qui ne veut pas grandir. Est-ce qu'on peut, avec ce texte en tête, donc, tenter un parallèle avec le portrait que Sartre propose de lui-même dans Les mots, qui est peut-être le plus beau de ses livres, Annie Cohen-Solal ? Je dirais pas trop, parce que ce texte manque l'ironie des mots. Les mots est une Rappelons que Les mots, il les a écrits en 10 ans, entre 53 et 64. Donc, c'est ça. Les mots est une autobiographie très étrange, parce que rarement on est aussi peu narcissique ou aussi démesurément ambitieux que Sartre dans Les mots. Je veux dire, l'ironie qu'il porte sur l'enfant qu'il a été est tout à fait étonnante. Là, le texte est beaucoup plus doux, je dirais. Les mots est un texte dans lequel il ne cache pas son aversion pour l'enfant roi qu'il a été, l'enfant gâté qu'il a été, l'enfant pourri qu'il a été, entouré d'un grand-père
qui a été son pédagogue pendant 10 ans, puisque Sartre n'a pas été à l'école, en anglais on dit homeschooled, et entouré de femmes qui l'adulaient. Donc effectivement, cette autobiographie, elle me semble pour moi le plus beau texte, mais aussi le texte le plus complexe. Parce que Sartre, comme vous le savez, a une langue, une rhétorique très très belle. La langue est classique. Sartre est un écrivain classique. Absolument. Et dans cette langue classique, on a une approche rigoureusement révolutionnaire. Et on a beaucoup de mal à casser le texte des mots, à déconstruire le texte des mots. Bon, il se trouve que j'ai été obligée de le faire pour mon travail, parce que c'était mon premier rival. Écrire une trajectoire sartrienne ancrée dans l'histoire et le politique, quand on a un texte comme Les mots en face, c'est quasiment impossible. Et c'est pas un hasard si, au moment où j'écrivais mon chapitre sur les mots, j'ai pris le bus pour aller de Montparnasse à Saint-Germain-des-Prés, je me suis cassé la main. Je me suis tombée, je me suis cassé un os de la main. Je pense que c'était Sartre qui me faisait ça. Voilà. Bon, je m'en suis remise. Mais effectivement, j'ai découvert, en étant sociologue et historienne comme je suis, des tas de paradoxes à l'intérieur du texte des mots. Et effectivement, Sartre va charger son grand-père de manière démesurée, alors que le grand-père n'était pas aussi monstrueux que ça. Avec les mots, le cascadeur qu'était Sartre effectua encore une fois l'un de ses rétablissements en catastrophe dont il avait le secret, une de ces pirouettes d'acrobate que lui seul pouvait réussir, un de ces virages à 360 degrés dont il sortait malgré tout relativement indemne. Car cette logique sartrienne en Genèse depuis plus de 10 ans, cette lettre d'adieu à la littérature patiemment mûrie dans les ratures, dans l'écriture bleue de chat, le public ne les percevra qu'en 1964, avec 10 ans de décalage, et personne ne cachera son étonnement devant ce qui apparaît à première vue comme une toquade brutale. Une toquade brutale, l'expression est de vous, c'est votre texte que je lis ici, Annie Cohen-Solal. La toquade brutale d'un cascadeur, est-ce que vous le diriez de la même façon, 25 ans après avoir écrit cette biographie? Oui, je crois que oui. Quoique le volume de Pléiade qui vient de paraître sur les écrits de Sartre, autobiographiques et biographiques. On va recevoir cette semaine Jean-François Louette pour parler des mots, justement. Voilà, c'est une très très belle approche avec beaucoup de nouveaux textes. C'est splendide. C'est vrai que le rapport de Sartre avec la biographie, l'autobiographie, les oraisons funèbres, le fait qu'il ait parlé de lui sans parler de lui de manière oblique, à travers Nizan, à travers Merleau-Ponty, à travers Camus, à travers Fanon, à travers Genet, à travers Mallarmé, Baudelaire, c'est complètement fascinant. Je veux dire, c'est vrai qu'il faudrait prendre Sartre à travers tous ces textes-là. Moi, je pense qu'une des plus belles formules de Sartre, c'est « il faut penser contre soi-même. Je pense contre moi-même. Il faut penser contre ce qu'on a d'inculqué en soi. Ça, c'est une formule. C'est le moment où il écrit L'idiot de la famille. C'est le livre sur Flaubert. 2500, 600, 700 pages. Enfin, c'est une œuvre majeure. Inabouti. Inachevé, vaincu par la cécité et la maladie, Sartre n'a pas pu aller au terme de L'idiot de la famille. Ce qui est intéressant, on s'approche du terme de cette émission à regret avec vous, Annie Cohen-Solal. Ce qui est intéressant sur L'idiot de la famille, c'est que Sartre l'écrit contre ce qu'il peut y avoir d'inculqué en soi, c'est l'expression qui est la sienne. Il l'écrit tout en distribuant la cause du peuple dans la journée. Ce qui valait à Pierre Victor, d'ailleurs, futur Béni Lévy, de dire à Sartre, mais tu devrais plutôt écrire un grand roman populaire. Comment expliquer que cet homme qui distribue la cause du peuple dans la journée, qui couvre de son nom les articles et non pas les actes de ceux qui contribuent à la cause du peuple, se retrouve le soir à écrire sur Flaubert, son meilleur ennemi? Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'écart entre le Sartre qui a les pieds dans le présent, en apparence, et le Sartre donc public, et le Sartre privé qui a la tête avec les grands hommes, ou qui joue du piano avec Arlette, sa fille adoptive. Moi, j'ai entendu chez Arlette des choses magnifiques. C'est la réduction du Stabat Mater de Pergolèse à vue que Sartre joue au piano, ou il l'accompagnait dans Gounod. Il était un roi de Tulle, le Faust de Gounod. Enfin, je veux dire, il y avait cette immense culture classique derrière et en même temps les pieds dans le présent. C'est très précisément cette tension-là qui fait l'intérêt que moi j'ai pour Sartre. Enfin, je veux dire, un homme qui ne va pas cesser d'être en dialogue avec les grands créateurs de son temps. Les hommes de son temps, il aura avec eux ou des silences, ou des excommunications, ou des moments de brutalité. Ceux avec lesquels il aimait dialoguer, c'était les grands hommes du passé et les jeunes de son temps. C'est-à-dire les grands hommes de l'avenir.
C'est exactement ça. Alioune Diop, présence africaine, en 1946. Fanon, mort trop tôt d'une leucémie. Fanon, Aimé Césaire, qui disait « Nous croyons voir un grand homme, nous allons trouver un homme simple ». Et cette simplicité, cette humilité, cette availability, comme on dit en anglais, cette accessibilité de Sartre. Et c'est pour ça que je pense qu'en France, le purgatoire qu'il est en train de subir devrait cesser un jour. Si vous saviez le nombre de jeunes Américains, Black, Native Americans, African Americans, qui sont fascinés par les cours de philosophie qu'on dispense sur Sartre, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un très grand homme dans les universités américaines là-bas, un outil pour décoder leur présent. Vous avez parlé du pianiste Sartre, Annie Cohen-Solal. C'est vrai que Sartre était un excellent pianiste. Il déchiffrait du Schubert avec sa mère. À cet égard, d'ailleurs, on va terminer cette émission là-dessus. Son grand-père et son arrière-grand-père étaient l'ami de Wagner. Voilà, on va terminer l'émission là-dessus. On a l'oreille absolue chez les Schweitzer. Attention. Précisément, François Georges, qui a bien connu Sartre, le Sartre de la fin, qui est rentré dans le comité de rédaction des Temps modernes à 22 ans. François Georges raconte un jour que, allant voir Sartre, c'était rue Bonaparte, me semble-t-il, allant voir Sartre, donc il sonne et il ne savait plus à quel étage il habitait, il demande à la concierge où habite Sartre, et la concierge lui répond « Ah, le pianiste, c'est au 5e étage ». On va entendre tout de suite un texte justement de François Georges, extrait de son livre « À la rencontre des disparus », dans lequel il évoque Arlette, en un sens, le piano et l'anticommunisme paradoxal de Sartre. Écoutez. Je me revois vers 1974, allant chercher Sartre rue de Lambre, chez sa fille adoptive, Arlette. Nous prenons l'ascenseur. Je lui parle de l'éléphant Babar, faisant la découverte émerveillée de l'ascenseur. Je sens que je le passionne, en tout cas beaucoup plus que si je l'avais entretenu d'un inédit de Husserl. Il y a un refoulé dans sa philosophie. L'animal. Où le situer entre l'en-soi et le pour-soi? À propos de Flaubert, il décrit le chien essayant vainement, pathétiquement, de flairer la bonne route, celle du cogito, et par là de réfuter le dualisme cartésien. Je sus qu'il avait philosophé d'après nature, observant le chien d'Arlette. Souvent, ce vieux chien qui somnolait sur le tapis entendait qu'on parlait de lui, mais les paroles humaines lui arrivaient brouillées, et s'affolant de ne pas comprendre, tout en comprenant, il finissait par aboyer. Jeune, Sartre avait admirablement décrit les structures intimes de la subjectivité. Sur le retour, il avait entrepris de pénétrer l'intériorité canine et n'hésita pas à aller jusqu'à l'empathie. Pour soi, dont la facticité handicapait désormais la faculté de transcendance, il s'identifiait à la pauvre bête qu'il fallut piquer à son insu. Voilà qui relativise l'une de ses affirmations contestables: un anticommuniste est un chien. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le goût... Jean-Paul Sartre avait décidément tous les talents. C'est également lui qui est l'auteur de cette chanson de Juliette Gréco sur laquelle s'achève cette émission en votre compagnie, Annie Cohen-Solal. Un grand merci. Des amiraux dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. Alors, outre votre biographie de Sartre, Annie Cohen-Solal, dont je recommande vivement, chaleureusement, la lecture à tous nos auditeurs, qu'ils soient sartrolâtres ou sartrophobes, je signale également, pour ceux qu'un tel volume pourrait déconcerter, c'est comme ceux qui ont la flemme de lire L'Être et le Néant, eh bien ceux qui n'ont pas le courage de lire L'Être et le Néant peuvent lire La Nausée, ceux qui n'ont pas le courage de lire les 800 pages de votre biographie Annie Cohen-Solal peuvent se rabattre sur le Découverte Gallimard ou encore sur le Que sais-je, qui sont également de votre main.
c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Red. Bonjour Adèle. Bonjour à tous, c'est le début d'une semaine spéciale dans le journal des nouveaux chemins, une semaine qui sera l'occasion de montrer, une fois de plus, que les réflexions philosophiques ne se situent pas toujours là où on les attend. Le dernier livre de Georges Semprin qu'on trouve aux éditions Climat est intitulé « Une tombe au creux des nuages », un très beau titre tiré d'un poème de Paul Celan, et ce livre prend la forme d'un recueil de textes, articles et conférences que Georges Semprin a écrits et prononcés au cours de ces 20 dernières années. Le thème principal de ces articles, c'est l'Europe, l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, comme l'indique le sous-titre. Mais l'Europe n'est pas seulement une entité politique, un espace économique ou un territoire géographique. Avec Georges Semprin, l'Europe est une figure spirituelle qui nécessite, pour y parvenir, un détour par l'univers de l'écriture, du langage, mais aussi de l'histoire et de la philosophie. Alors, la philosophie comme passage de la perplexité à la lucidité, le langage comme patrie de l'écrivain, la question du mal radical à la source de l'humanité, telles sont quelques-unes des réflexions auxquelles conduisent la figure de l'Europe, d'une Europe culturelle, vivante et plus que jamais urgente. Et c'est cette dimension foisonnante, à la fois atemporelle et résolument actuelle de ce livre, qui justifie le fait qu'on prenne le temps de le lire et d'y réfléchir, avec vous, Georges Semprin, qui allez nous accompagner chaque jour de cette semaine. Bonjour, Georges Semprin. Je suis très heureuse de vous accueillir ici et impatiente aussi de vous entendre déplier les pensées et les réflexions qui traversent votre livre. Et je vous propose, pour commencer cette semaine à votre compagnie, de partir d'une citation, j'allais dire une citation magnifique, mais c'est bien plus que cela, une citation dont je ne sais pas si ce qui touche le plus est sa vérité ou sa beauté. En tout cas, c'est un vers de René Char que vous citez dans l'article qui figure en 2e position de votre recueil. Et ce vers dit ceci: « La lucidité est la blessure qui se rapproche le plus du soleil. » Georges Semprin. Oui, c'est d'abord beau, avant même d'en avoir exploré la signification complète et totale. C'est beau poétiquement, c'est fort, n'est-ce pas? La lucidité, la blessure la rapprochée du soleil. J'ai découvert ça tardivement. Enfin, tardivement, pour moi, ça veut dire à 22 ans. C'est la première lecture que j'ai faite après Buchenwald. Parce que un jeune officier français que j'avais rencontré, que j'avais croisé à la Libération, qui était dans une mission interalliée, avait ce livre, un livre de Char qui venait d'être publié, où il n'y a d'ailleurs pas cette citation, s'appelle « Seul demeure ». Et je croyais tout connaître de la poésie française, je ne savais rien de René Char. Et j'ai découvert René Char à cause de ce livre, et c'est dans Feuillet d'hypnose, un peu plus tard, que j'ai découvert cette citation. C'est très beau, parce que c'est plein de significations qu'on peut même parfois trouver contradictoires. Il y a le soleil qui vous fait voir, on ne voit rien s'il n'y a pas de soleil, et en même temps qui vous aveugle. L'aveuglement, c'est une des conséquences souvent des foi très fortes et des visions trop précises, n'est-ce pas? Donc je trouve que c'est très dialectique, c'est très beau. Et on peut en parler pendant des heures. Voilà, justement, et à partir de ce vers, en tout cas, ce vers se situe dans un chapitre qui s'appelle « De la perplexité à la lucidité », et dans lequel vous définissez la philosophie comme étant précisément ce passage de la perplexité, de l'étonnement, à une forme de lucidité qui peut elle-même blesser en retour. Et vous développez, vous présentez votre vision de la philosophie comme étant, et c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de philosophes, comme étant toujours liée à la vision, à la vue, ce que vous disiez juste avant en expliquant ce vers. Oui, à la vue et à la vision, à la vue et à la découverte, et à la surprise, à l'étonnement de la découverte. Et là, je cite Maïmonide, je cite cette conférence-là, je me souviens bien, c'est un discours de réception du docteur Honoris Causa à l'université de Tel Aviv en 1989. C'est ça. Alors je cite bien sûr Maïmonide, mais je cite aussi Lévinas, etc. C'est-à-dire cette pensée de l'étonnement, de la découverte et du pronostic qu'on peut faire sur l'avenir, rien qu'à voir les indices que l'étonnement provoque chez vous au point de vue philosophique. Alors voilà, là on est au cœur justement de votre livre, puisque vous essayez de penser l'avenir et l'avenir européen à partir d'un étonnement, d'un état de fait qui est indéfini, qui est meurtri. Et donc tout ce mouvement du passage de la perplexité à la lucidité, c'est aussi le mouvement vers lequel vous appelez les gens à aller, en fait, vers cette constitution de l'Europe. Mais alors essayons de rester un instant sur cet étonnement. Comment vous le définiriez, cet étonnement? De quelle perplexité s'agit-il?
L'étonnement, c'est d'abord par rapport à l'Europe. Par rapport à la philosophie en général, on pourrait digresser. Mais par rapport à l'Europe, l'étonnement, c'est que ça existe. C'est-à-dire que ça existe. C'est pour ça que je cite souvent dans mes conférences cette conférence de Husserl qui a été prononcée en 1935 à Vienne, parce qu'elle est prémonitoire d'une certaine conception de l'Europe, et qu'elle est prémonitoire, c'est la première fois qu'on parle de l'Europe comme d'une figure spirituelle et comme d'une possibilité de supranationalité, où les pays européens n'ont pas de rapport entre eux seulement par le commerce ou par la violence, par la guerre, mais aussi par la mise en commun, justement, d'une perspective, d'une vision, la vision européenne. L'étonnement vient de là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était possible d'imaginer en 1942, en pleine occupation, la réconciliation franco-allemande? Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le mot Boche disparaîtrait du vocabulaire courant français? Et inversement, que la relation des intellectuels et des étudiants et des jeunes Allemands avec la France ne soit plus la relation de supériorité d'un pays qu'on a vaincu X fois, etc. Cette rivalité des armes et du commerce aussi parfois dont parlait Husserl, c'était surprenant, c'était étonnant. Et c'est une réalité à laquelle on s'est tellement habitué qu'aujourd'hui personne ne s'étonne plus de ça. Et c'est peut-être l'une des causes de la crise actuelle de l'Europe, qu'on ne s'étonne plus que ce soit si bien réussi, même si aujourd'hui c'est en crise. Et toute la difficulté réside dans le fait de ne pas basculer de l'étonnement au doute, de l'étonnement à la peur, ce qui serait un obstacle à la construction de quelque chose de nouveau. L'étonnement à la peur, oui, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais en partie parce que cette idée de la supranationalité à laquelle on peut donner beaucoup de significations concrètes politiquement, le fédéralisme, l'intégration, la gouvernance économique et sociale commune, enfin, il y a beaucoup de possibilités de mettre en pratique cette idée de la supranationalité, mais cette idée est en train de, je ne dis pas de dépérir, de disparaître, mais de s'amoindrir au bénéfice des intérêts particuliers de chaque nation, ou alors des intérêts, chaque nation se projetant ses valeurs comme valeurs européennes. C'est-à-dire, on défend l'Europe, mais on défend l'Europe française, ou l'Europe allemande, ou l'Europe, malheureusement, l'Europe grecque, on ne peut pas la défendre aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'idée de fédération, de confédération, de partage est un peu en baisse. Et ça, c'est très dommage. Ça, c'est très dommage. Et justement, tout le but de ce recueil, de tous ces textes, c'est d'essayer de montrer, de rappeler les bonnes raisons que nous avons pour continuer à nous battre et aller de l'avant dans cette direction. Mais restons juste un moment, il nous reste très peu de temps pour cet entretien aujourd'hui. On était parti de la citation du vers de René Char et on a vu en quel sens ce que vous décriviez comme étant le propre de la philosophie est finalement plus qu'une réflexion philosophique, c'est une position existentielle puisque vous pouvez l'appliquer même à votre réflexion sur l'Europe. Exactement. Bien sûr que là, on ne peut pas faire ce n'est pas un slogan politique. Un slogan poétique, un mot d'ordre poétique ne peut difficilement devenir un slogan politique. Mais il faudra s'inspirer de cette force poétique qu'il y a dans Char et dans d'autres textes, n'est-ce pas? Dans des textes d'écrivains, de poètes ou de philosophes européens, s'inspirer pour retrouver la force de l'étonnement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Georges Semprin. Le titre de votre livre, c'est Une tombe au creux des nuages, essai sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. On trouve ça aux éditions Climat et on vous retrouve demain pour la suite de ces entretiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci à tous. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins de la connaissance pour aujourd'hui et cette évocation trop brève d'une vie qui en contient plusieurs. La vie de Jean-Paul Sartre, en compagnie d'Annie Cohen-Solal, dont la biographie est vraiment, je suis heureux de le redire ici, un modèle du genre, une biographie qu'on trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies. Cette émission, vous pouvez la retrouver, comme toutes les autres, sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent le téléchargement de toutes les émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et toutes les références bibliographiques nécessaires à la rencontre ou la redécouverte des œuvres de Sartre. C'est la suite demain donc de cette semaine sur et autour de Sartre, en compagnie de Frédéric Worms, un habitué des Nouveaux Chemins de la Connaissance, qui viendra cette fois-ci vous parler de l'être et le néant, ou de l'être et du néant, c'est selon. Bref, l'être et le néant, le chef-d'œuvre opaque et diamantin d'un homme qui apprend tout seul à être libre. À demain donc, de 10h à 11h sur France Culture. Pour l'heure, il est 10h59 et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Question d'époque.